auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Andrej Makin. Bonjour Andrej. Bonjour. Qui va nous parler de son ouvrage Prisonnier du rêve écarlate, qui a été prix Nice Baie des Anges en 2025. Oui, pour bien en parler, bien sûr on peut regarder la quatrième, mais la quatrième, malheureusement, elle ne mentionne pas tout. Mais je voudrais vous parler d'emblée d'un personnage que vous devez connaître. Vous connaissez le chanteur Renaud. Oui. Tout le monde le connaît. Bien Mais est-ce sûr. que vous connaissez, vous, grande médiéviste que vous êtes, est-ce que vous connaissez son grand-père maternel? Non. Personne ne le connaît. Voyez-vous comme c'est étrange. Le garçon, on le voit partout, on aime ses chansons. Son grand-père maternel, Oscar Mériot, c'était un jeune communiste. Un jeune communiste qui a quitté l'école à l'âge de 13 ans, je pense, qui a commencé à travailler dans les mines, mais c'était un vrai militant communiste. Et il est parti en Union soviétique. Il est parti en Union soviétique à la fin des années 30, et il était déçu par cette visite. Il est rentré en France. Pendant l'occupation, il est entré, il est devenu membre du Parti populaire français. Il a été emprisonné après la libération. Voilà l'histoire. Mais vous voyez, ce départ, comme dans le cas de mon héros, parce que mon héros suit le même parcours. Donc Lucien. Lucien Baer. Voilà. Lucien Baer, il est né à Douai, c'est un Douaisien. Il a suivi le même parcours, c'est-à-dire le militantisme communiste, le grand rêve. Vous voyez, la lumière vient de l'Est, et il l'a accru. Il est parti en Russie. Oui. Mais sauf que, contrairement à Oscar Mériot, c'est un personnage tout à fait réel, Baer n'a pas pu rentrer. Les lecteurs vont découvrir comment tout cela s'est passé, mais il est resté en Russie, il a été emprisonné, il a purgé une longue peine au Goulag, il a participé à la Deuxième Guerre mondiale, et donc il est devenu doublement étranger. Doublement exilé. Il est exilé en Russie en tant que Français. En Russie, il est devenu plus russe que les Russes. Pourquoi? Parce qu'il a choisi d'être russe, enfin par la force des choses. Mais quand il a réussi à rentrer en France, pour les Français, c'était un étranger total. Total. Il venait de ce pays du Goulag, du pays de Staline, et ils ne le comprenaient pas. Et tout ce qu'il disait leur paraissait ou bien exagéré, ou bien parfois trop intime. Ils essayaient, enfin ses amis parisiens, essayaient de construire de lui un symbole. Mais il n'était pas symbole, c'était un homme vivant. Et oui, bien sûr. Il était rejeté. C'était quelqu'un qui n'était pas compris dans la société actuelle. Et pourtant, il a tout fait pour s'y insérer. Mais avec tout ce qu'il a vécu, il ne pouvait pas le faire. Moi, quand j'étais jeune, j'ai rencontré à Moscou une dame assez âgée déjà, Elena Frischer, c'était un Tchèque. C'était une Tchèque, enfin, son mari était tchèque, ils sont venus à Nurs, son mari a été arrêté et fusillé, et il a purgé 10 ans au Goulag. Et quand je lui disais, au début des années 80, je disais, Elena, maintenant, vous pourriez rentrer en Tchécoslovaquie. C'est quand même, le régime se libéralise un peu. Il m'a dit non. Je pense que ces gens ne me comprendront pas. Je n'ai pas le langage pour leur expliquer ce que j'ai vécu. Et c'était à peu près le cas de Lucien Baer, dont j'ai récupéré les notes de voyage, pratiquement illisibles. C'était beaucoup trop personnel, ces notes. Mais grâce à ça, grâce à ce récit, surtout grâce au récit de la femme qu'il a accueillie, parce que le personnage principal, finalement, enfin, il y a deux personnages principaux. Il y a Lucien Baer, mais il y a aussi la femme, une Russe, qui l'a sauvée. Et quand ils se sont rencontrés, c'était deux vies détruites complètement. La femme, elle vivait au fin fond de la taïga, avec un destin complètement ravagé, et lui aussi. Et ces deux êtres brisés, ils se reconstruisent comme deux moitiés d'un être. Vous voyez, c'est presque un rêve platonicien. Vous voyez. D'accord, donc c'est merveilleux. Alors moi, je n'ai pas encore lu l'ouvrage, et donc j'ai la chance de faire cette émission, mais ça me donne envie de lire. Je lis juste quelques passages. Donc parfois, une brève amitié efface ce monde de boue et de sang. Ce sont des phrases très... Il est au front, et il rencontre quelqu'un avec qui il ne devrait jamais s'entendre, en principe. C'est
un jeune soldat qui vient d'Altaï. Altaï, c'est une contrée en Sibérie, donc ils luttent tous les deux contre Hitler, contre les nazis. Mais sauf que ce jeune garçon, il refuse de tuer. Il dit, mais non, même si c'est un Allemand, je ne le tue pas. Et normalement, il aurait dû passer un conseil de guerre, il aurait dû être fusillé, vous savez. C'est quelqu'un qui sabote la tâche. Et son commandant lui dit, non, on va te donner un fusil anti-char, et tu vas viser les chars. Et les chars, pour lui, c'est comme un ours. Donc ça, il peut le tuer. Et donc, vous voyez, tout le roman, c'est des rencontres. C'est une suite de rencontres avec des gens qui sont malmenés par la vie, qui sont brisés, mais qui, justement, grâce à cette communion fraternelle, retrouvent quelque chose. Oui, et peut-être Lucien comprendra finalement que ce qui compte, ce n'est pas le communisme, mais plutôt la communion fraternelle. C'est-à-dire quand l'autre devient indispensable, quand on ne peut pas revivre sans l'autre. C'est magnifique. Hein. Oui, parce que sans l'autre, on ne peut pas se reconstruire de toute façon. Mais l'autre, c'est ce miroir qui nous rend vivants. On se regarde dans ce miroir, on parle souvent des neurones miroirs, l'empathie. Mais c'est à peu près cela dans le livre, c'est que sans Daria, cette femme qu'il a rencontrée, en plus, voyez-vous, on pourrait se dire, d'accord, un Russe qui a été dévasté par la vie, etc. Les deux Russes. Mais dans son cas, c'est pas du tout ça. Un Russe, il a une famille quand même. Si elle a passé, je ne sais pas, 10 ans au goulag, elle revient, il a encore des enfants, peut-être son épouse qui l'attend, sa mère, ses parents. Mais tandis que c'est un Français égaré dans ce pays, qui a perdu sa mémoire et qui doit se reconstituer. Et donc, il y avait... D'abord, son cas n'était pas unique. Il y a eu des milliers et des milliers de personnes. Il y avait des Italiens, des Espagnols antifranquistes qui venaient d'Espagne et qui étaient accusés d'être trotskistes ou anarchistes, etc., qui étaient envoyés au goulag. Et les Scandinaves, les Américains, les Sud-Américains. Donc il y avait toute une communauté de vie brisée, d'anciens communistes qui ont véritablement cru à cet idéal et qui un jour se sont retrouvés complètement rejetés par la société. Et donc il sort de la prison, mais il n'a personne. Il ne peut pas revenir en France. Il ne peut pas. C'est impossible parce qu'il est estampillé soviétique. Et on ne parlera jamais assez de l'héroïsme de ces femmes-là, parce qu'un homme comme ça, il faudrait le fuir. Et les suspects, du point de vue, pourquoi se charger du destin de quelqu'un aussi ravagé? Mais parce qu'il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. Hein, il y a plus que ça, à mon avis. Il y a quelque chose même de presque métaphysique ou ontologique, c'est-à-dire que autrui devient... l'élément qui vous complète, vous voyez. Vous étiez incomplet. Oui, c'est comme les âmes sœurs ou les âmes qui les se âmes sœurs, retrouvent. tout à coup, et elle ne peut survivre que grâce à lui, et lui, il ne peut survivre que grâce à elle. Et sans doute, il n'y a qu'elle qui peut le guérir, et il n'y a que lui qui peut la guérir. Mais il fallait passer par tout ce qu'elle a traversé. Pour se il y avait retrouver. des cruautés terribles, des viols à répétition, etc. C'est une femme complètement brisée. Et il remarque quand même cette étincelle presque de divinité en elle. Oui, ce qui nous manque aujourd'hui. Nous sommes dans une société mécaniste. L'autre, c'est un rouage. Et la seule approche aujourd'hui, c'est une transaction mercantile presque. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Mais enfin, nos employeurs nous demandent ça. Qu'est-ce que ça veut dire un CV que vous envoyez? Il peut faire ça. Votre âme, votre cœur, enfin, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Le simple sourire apporte énormément. Et je pense que ce roman nous réapprend peut-être cette humanité basique, mais qui va devenir de plus en plus... Enfin, elle est très rare aujourd'hui, mais de plus en plus nécessaire. Ah oui, bien sûr, même indispensable. Donc vous êtes membre de l'Académie française depuis plusieurs années déjà. Depuis 8 ans, même plus, oui. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous d'intégrer l'Académie française? D'abord, c'est 400 ans d'histoire, et j'étais très réticent. Et souvent, enfin, à plusieurs reprises, Hélène Cardancos m'a invité pour en parler. Et chaque fois, je disais, mais madame, avec mon accent barbaresque, vous n'y pensez pas. Vous savez, l'Académie, c'est l'excellence, etc. Je trouvais toujours les arguments contre, Et peu à peu, finalement, Dominique Fernandez, dont nous avons parlé tout à l'heure, un grand écrivain français, il m'a dit quelque chose de
très touchant. Elle m'a dit, si tu regardes le monde aujourd'hui, tout croule. Et l'Académie, comme un roc, elle tient encore. Donc il faut soutenir. Il faut mettre son épaule pour soutenir. Parce que là, vous savez, qu'est-ce que fait? Nous avons parlé de notre cher Michel Zinc. Oui, c'est des grandes consciences, c'est des spécialistes dans leur branche. Et les échanges sont absolument passionnants. Il y a des philosophes comme Jean-Luc Marion, un grand philosophe, qui est traduit en chinois. Vous imaginez, vous avez un philosophe français qui est traduit en chinois. Bon, qu'un romancier comme moi soit traduit en chinois, ce n'est pas étonnant. Mais un philosophe, oui. Et quand je lui ai demandé, mais comment les Chinois peuvent dire, par exemple, le mot être, tout simplement être, quand même, c'est un concept important. Oui, ils disent, oui, mais c'est une barque qui passe à la nuit de pleine lune, etc. Oui, il faut passer par une métaphore poétique pour comprendre, parce que c'est une langue extrêmement concrète, le chinois. Ils n'ont pas de concept abstrait comme nous. Et donc, il faut passer presque par la poésie pour expliquer ce que ça veut dire être. Oui. C'est magnifique. Donc, il y a eu plein d'autres romans avant celui-ci. Donc, est-ce qu'ils ont tous un lien avec la Russie? Pas tous. Pas obligatoirement, mais même ce roman-là, la bonne moitié se passe en France. D'abord, l'enfance et la jeunesse de Lucien, et puis son retour aussi en France. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que votre grande amie, la comédienne que nous venons de voir... Oui, Françoise Dorner, avec qui on a enregistré une émission sur son ouvrage. Elle est passionnante. Mais elle a adoré votre ouvrage. Elle m'en a parlé beaucoup. Il m'a parlé en termes tellement, comment vous dire, personnels, ça m'a énormément touché. Oui, et c'est vrai qu'il y a des lectrices comme ça, des lectrices et des lecteurs, qui, j'ose à peine le dire, mais qui comprennent presque mieux que ce qui est écrit. Parce qu'ils ont... le roman, c'est toujours une suggestion. Le roman, c'est une suggestion. Vous voyez, je parle d'une femme, Daria. Mais c'est une esquisse. Mais les couleurs, c'est vous qui les portez. C'est les couleurs féminines. C'est votre expérience féminine. C'est-à-dire, moi, je fais juste une esquisse et vous revenez un peu, comme vous savez, comme les grands peintres qui faisaient une esquisse et puis finalement, leurs aides, ils finissaient le travail. Et moi, je pense que il n'y a pas, comment vous dire, de séparation entre le lecteur et l'écrivain. C'est un couple. C'est vraiment un couple. Et chacun apporte son expérience. Oui, avec sa propre vie, il va mettre des couleurs différentes. Avec son être, Vous êtes un bon dessinateur. Bon, j'essaie de faire le mieux possible. Et d'ailleurs, c'est grâce à Françoise que nous réalisons cette émission, donc merci infiniment Françoise. Mais oui, mais c'est vrai que c'est un roman. Alors, il a été vraiment primé et le prix est mérité. Moi, j'ai interviewé plusieurs auteurs et tous m'ont dit l'ouvrage est magnifique, il est profond. Les membres du jury populaire, c'est ça qui m'a touché. Parce que vous savez, quand les confrères et les consoeurs vous remarquent et vous distinguent, c'est une chose. C'est une chose, pourquoi? Parce que en parlant avec Didier Van Cavalert, on parle notre langage professionnel. On voit comment on construit le sujet, la narration, etc. Mais enfin, imminente enseignante comme vous, vous savez que le texte, ça se fabrique. Vous savez, il y a quand même cette matière qu'on malaxe, qu'on pétrit, et il connaît les règles. Tandis qu'un lecteur non averti, au bon sens du terme, c'est-à-dire un lecteur sincère, un lecteur spontané, il remarque les choses que nous ne voyons pas du tout. Parce qu'il remarque avec son cœur. Avec son cœur, oui. Et il engage tout son être. Au lieu de voir, disons, la mécanique de la narration, il voit tout simplement, et il le ressent. Et plusieurs membres du jury populaire, ils m'ont dit, mais finalement, ça a vibré en moi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le plus beau compliment, j'imagine, pour un écrivain. Mais vous savez, il y avait un écrivain en France qui appartenait à cette mouvance sentimentaliste, Bernardin de Saint-Pierre. Ah oui. Et vous savez comment il faisait, comment il vérifiait? Il allait dans les chaumières, si j'ose dire, il lisait ses textes. Et si le peuple commençait à pleurer ou rire, il disait c'est un bon roman. Il ne demandait pas ça à Voltaire, à Rousseau, parce que ce sont des professionnels. Il allait dans les chaumières voir ce peuple de lecteurs, de vrais lecteurs. Et moi, j'y tiens beaucoup. Ben oui, c'est bien. Mais Flaubert avait son gueuloir et c'est vrai que Bernardin de Saint-Pierre avait... Mais parce que ce sont des ouvrages... Après, quand l'ouvrage est écrit avec le cœur,
le lecteur le ressent, ça vibre en nous. Oui. Et ça... Vous savez que j'ai oublié qu'il a dit. Il dit, oui, bien sûr, nous avons, le monde a besoin, le livre a besoin de très très bons écrivains, mais il a besoin aussi d'un très bon lecteur. Très bon lecteur, oui. 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 Ben, c'est vrai que l'écrivain fait le livre, mais après il le met entre les mains des lecteurs et c'est eux finalement qui décident de son destin. Hein. Oui, ce qui fait d'ailleurs la liberté de la littérature, parce que, oui, de quelle couleur, enfin, de quelle couleur sont les cheveux de Madame Bovary? Est-ce qu'elle est brune ou blonde, d'après vous? Pour vous, elle est... Alors pour moi, elle est rousse. Mais... Elle est rousse, ça c'est intéressant, c'est la première fois que j'entends ça, parce que pour moi c'est une brune. Brune, ouais, je n'en démords pas. Moi, Madame Bovary, c'est un roman que je lis tous les ans, Oui, pratiquement, non, c'est un roman que passionnant. j'adore, et Ouais. je l'imagine toujours rousse. Oui, c'est vrai intéressant, que... c'est intéressant. Et dans un film, je l'ai vu dans un film russe, je pense, elle était blonde. Et j'ai vécu ça comme une trahison totale. Oui. Je me dis, mais non, c'est pas Madame Bovary, elle ne peut pas être comme ça. Mais voyez-vous, dans le livre, on peut quand même deviner et on peut restituer tout ce qu'on veut restituer. Bien sûr, Tel que dans un film, on vous impose une blonde, c'est Et tout. oui, Voilà, Madame Bovary, c'est ça. Oui. Oui. Et peut-être on n'accepte pas sa voix, on n'accepte pas sa façon de grimacer, sa mimique. Oui. Et oui, parce que le personnage qu'on se crée, il y a quelque chose vraiment de totalitaire. calme, Il y a quelque chose de totalitaire dans le cinéma, oui. Je parlais avec Éric Emmanuel Schmitt lors d'une émission il y a quelque temps, et il me disait que lui ne décrivait jamais ses personnages. Et moi qui le lis depuis des années, je n'avais jamais remarqué qu'il décrivait pas les personnages. Pour moi, justement, ils étaient bien précis. Il me disait, mais c'est vous qui les faites comme ça. C'est-à-dire qu'il faut donner quelques pistes. Voilà. Quelques pistes, on est bien obligé, oui. Mais c'est vrai qu'il... Mais bon, vous avez raison, on se fait les personnages. Donc, elle était brune, Madame Bovary. Pour moi, oui. Pour moi, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour je ne sais pas, peut-être la passion. Oui. On se dit que finalement, bien sûr, c'est un préjugé sexiste dont j'ai honte. Oh non, pas du tout. Mais on se dit que les personnages romantiques avec cette passion. Et oui, cette pulsion. En plus, c'est une femme qui est romantique dans sa tête, mais qui est déjà un peu réaliste dans son agissement. Flaubert a basculé quand même du romantisme vers quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et elle m'a toujours paru ainsi, mais vous savez, dans le film des années 50, les Américains ont fait un film, Madame Bovary, et vous voyez, un détail, tout est question de détail. Il y a donc le procès de Madame Bovary. Ils ont inclus ça de Flaubert, et le juge, il prend un volume et il agite le volume. Parce que le volume n'existait pas. C'était un feuilleton, c'était dans une revue, c'était publié dans la revue de Paris. C'était tous les c'est comme ça qu'on publie, mais Balzac, Dumas, ils publiaient comme ça. Et donc, il brandit un livre qui n'existait pas, historiquement, il n'existait pas. Donc, voilà. Donc, Prisonnier du rêve écarlate, lisez et suivez Lucien dans ses pérégrinations. Et moi, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser une fois que je l'aurai lu et étudié, parce que j'imagine que j'aurai plein de questions à vous poser. Je vous poserai beaucoup de questions. Ah, mais j'espère que j'aurai toutes les réponses. Les lecteurs, c'est beaucoup plus important. C'est tout ce qu'on apprend en parlant avec les lecteurs, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Donc, n'hésitez pas à acheter Prisonnier du rêve écarlate d'Andrei Makin chez Grasset. Merci infiniment, Andrei. Merci. Et le prochain? Déjà en préparation. Je travaille, vous savez, c'est un travers slave, nous travaillons lentement. Les Russes sont très lents, nous ne sommes pas comme les Français, très agités. C'est vrai, on va toujours trop vite, nous. On fait toujours tout trop vite. Vous êtes des natures passionnées, c'est différent, les Russes sont beaucoup plus lents. On est plus brun alors. Oui, peut-être. Merci en tout cas infiniment pour cet échange et cette rencontre. Merci à vous, merci. Au revoir.